Et si on se disait que toute notre compréhension de l'univers, absolument tout, du Big Bang aux galaxies, avait en fait commencé avec une pile de tortues? C'est un peu fou, mais c'est le point de départ de notre voyage aujourd'hui. En s'inspirant du travail de Stephen Hawking, on va voir comment notre vision du cosmos a été complètement retournée, passant de mythe ancien à la science la plus incroyable. Il y a cette fameuse anecdote qui résume tout. Imaginez la scène, un scientifique, très fier de son savoir, explique l'univers. Et une vieille dame lui dit que non, le monde repose sur une tortue. Alors un peu moqueur, il lui demande « Et la tortue, elle repose sur quoi ?» Sa réponse est juste légendaire. « Ah ça, jeune homme, ce sont des tortues jusqu'en bas. » C'est absurde bien sûr, mais ça illustre parfaitement nos toutes premières tentatives de comprendre le cosmos. On a commencé avec des histoires, bien avant que les faits ne prennent le relais. Alors, comment est-ce qu'on a fait ce saut? Comment on est passé des tortues à la trigonométrie, de la pure mythologie aux mathématiques? Eh bien, c'est là que commence une véritable enquête cosmique, une quête de vérité où chaque petite observation devient un indice crucial. Le premier vrai tournant, on le doit aux Grecs de l'Antiquité. Ce sont parmi les premiers à s'être dit « et si on arrêtait avec les mythes et qu'on regardait simplement le monde pour le comprendre ?» Et là, vers 340 avant notre ère, le philosophe Aristote arrive avec des preuves basées non pas sur des histoires, mais sur ce que n'importe qui pouvait voir. D'abord, l'ombre de la Terre sur la Lune pendant une éclipse. Elle est toujours ronde. Or, il n'y a qu'une seule forme qui projette systématiquement une ombre ronde, une sphère. Mais il avait un deuxième argument, peut-être encore plus élégant, et ça concernait les bateaux qui s'approchent du rivage. Et voilà le détail de génie. Quand un navire arrive au loin, on ne le voit pas apparaître d'un seul coup, en tout petit. Non, on voit d'abord le haut de ses mâts, puis ses voiles, et enfin, seulement à la fin, sa coque. Comme s'il sortait littéralement de l'eau. C'est la preuve irréfutable que la Terre est courbée. Pour la première fois, la simple observation commençait à démolir des millénaires de mythes. À partir de là, un astronome du nom de Ptolémée a construit un modèle complet de l'univers. C'était simple et logique. La Terre, immobile, au centre. Et tout autour, 8 sphères de cristal qui tournent, emboîtées les unes dans les autres, transportant la Lune, le Soleil, les planètes et les étoiles. C'était un modèle super élégant et pour l'époque, il prédisait les mouvements des astres avec une précision assez bluffante. Il était tellement convaincant qu'il a dominé toute la pensée occidentale pendant 1500 ans. Pour faire tomber cette vision du monde, il a fallu rien de moins qu'une véritable révolution scientifique. Une nouvelle ère qui a atteint son apogée avec un homme, Isaac Newton, qui a tout simplement proposé un modèle de l'univers radicalement différent et incroyablement puissant. Mais attention, le changement a pris du temps. Tout commence en 1514, quand Copernic ose suggérer un modèle avec le Soleil au centre. Puis, début 1600, tout s'accélère. Galilée pointe son télescope vers Jupiter et il voit quoi? Des lunes qui tournent autour d'elle, et pas de la Terre. C'était la preuve que tout ne tournait pas autour de nous. Puis Kepler a calculé que les orbites n'étaient pas des cercles parfaits, mais des ellipses. Chaque découverte est une nouvelle brique. Et en 1687, Newton va prendre toutes ces briques pour construire le nouvel édifice. Et voilà son chef-d'œuvre, la loi de la gravitation universelle. En gros, chaque corps attire chaque autre corps. L'idée vraiment révolutionnaire, elle tient en un seul mot, universel. Newton a compris que la force qui fait tomber une pomme de l'arbre est exactement la même que celle qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. D'un seul coup, le ciel et la Terre obéissaient enfin aux mêmes règles. C'était fini. L'impact a été absolument sismique. L'univers n'était plus ce royaume divin un peu mystérieux, non, c'était devenu une gigantesque mécanique d'horlogerie. Si on connaissait la position et la vitesse de chaque engrenage, on pouvait prédire le futur et reconstituer le passé. Pendant 200 ans, on a vraiment cru que c'était la réponse finale à tout. Sauf que l'histoire n'était pas terminée. Loin de là. Au début du XXe siècle, un jeune employé d'un bureau des brevets, un certain Albert Einstein, va montrer que ce bel univers mécanique de Newton n'était en fait qu'une partie de l'histoire. En 1905, avec sa relativité restreinte, Einstein part de 2 idées. La première est simple. Les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde. La seconde, qui a l'air de rien mais qui va tout changer, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante absolue. Peu importe si on court vers un rayon lumineux ou si on s'en éloigne, sa vitesse reste la même. Cette simple règle va faire exploser notre notion la plus fondamentale, le temps. Imaginez un flash de lumière qui rebondit entre 2 miroirs dans un train en marche. Pour un passager dans le train, la lumière fait un simple aller-retour, vertical. Mais pour quelqu'un sur le quai qui regarde le train passer, la lumière parcourt une trajectoire en diagonale, donc bien plus longue. Le truc, c'est que la vitesse de la lumière doit être la même pour les deux. Alors comment c'est possible? Il n'y a qu'une seule solution, aussi folle soit-elle. Pour que la lumière ait le temps de parcourir cette plus grande distance, le temps lui-même doit s'écouler plus lentement pour la personne dans le train. Le temps n'est plus absolu, il est relatif.
10 ans plus tard, Einstein achève son chef-d'œuvre, la relativité générale. Et là, l'idée est encore plus dingue. La gravité, ce n'est pas une force qui tire les objets entre eux, c'est la masse, comme celle du Soleil, qui déforme littéralement le tissu de l'espace-temps. Et les planètes, elles ne font que suivre les trajectoires les plus droites possibles dans cet espace qui est maintenant courbé. C'est un peu comme un vol en avion. Sur une carte du monde toute plate, la trajectoire entre New York et Madrid a l'air d'une courbe. Mais si on regarde sur un globe, on voit bien que c'est le chemin le plus court. Eh bien, la Terre fait exactement la même chose. Elle ne tourne pas autour du Soleil parce qu'une force l'attire. Non, elle va simplement tout droit dans un espace-temps qui, lui, est courbé par la masse du Soleil. Cette nouvelle vision de la gravité avait une conséquence absolument stupéfiante. Une conséquence qu'Einstein lui-même a eu du mal à accepter au début. L'univers ne pouvait pas être statique. L'idée d'un univers éternel, immuable, ça faisait des siècles que c'était ancré dans les esprits. Mais les propres équations d'Einstein disaient le contraire. Dans un univers rempli de matière, la gravité est partout. Sans une force contraire pour la contrebalancer, tout devrait logiquement finir par s'effondrer sur soi-même. Ces calculs prédisaient un univers instable, forcément en mouvement. Et la preuve est arrivée en 1929. L'astronome Edwin Hubble, en analysant la lumière qui nous vient des galaxies lointaines, a remarqué quelque chose de bizarre. Cette lumière était systématiquement décalée vers le rouge. C'est l'effet Doppler, un peu comme le son d'une sirène qui devient plus grave quand elle s'éloigne. Ça ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose. Presque toutes les galaxies sont en train de s'éloigner de nous. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est le centre de l'univers? Pas du tout. L'analogie du ballon est parfaite pour comprendre ça. Imaginez que vous dessinez des points sur un ballon de baudruche. Quand vous le gonflez, tous les points s'éloignent les uns des autres, mais aucun de ces points n'est le centre. C'est l'espace lui-même, la surface du ballon, qui s'étire entre les galaxies. La conclusion de tout ça est aussi simple qu'elle est époustouflante. Si on rembobine le film de l'univers, si on fait le chemin inverse, toutes ces galaxies qui s'éloignent se rapprochent. On continue de rembobiner, elles se rapprochent encore et encore. Jusqu'à quoi? Jusqu'à un moment où tout l'espace, toute la matière, toute l'énergie de l'univers observable était concentrée en un seul point incroyablement dense et chaud. Ce moment, ce commencement, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Cette découverte a ouvert un chapitre complètement nouveau. L'histoire de l'univers lui-même, de sa naissance explosive jusqu'à aujourd'hui, et tous les mystères qui nous restent à percer. L'histoire qui en découle donne le vertige. Il y a 13,7 milliards d'années, le Big Bang. À peine quelques instants plus tard, les premiers noyaux d'atomes se forment. Ensuite, pendant 380 000 ans, l'univers est une sorte de soupe chaude et opaque. Et puis d'un coup, il se refroidit assez pour devenir transparent, libérant une première lumière qui voyage encore aujourd'hui jusqu'à nous. C'est, en quelque sorte, le premier lever de soleil de l'univers. Bien plus tard, la gravité a commencé son lent travail de sculpture pour former les étoiles et les galaxies. Mais cette histoire nous a menés à des énigmes encore plus grandes. On a découvert que l'expansion de l'univers s'accélère, poussée par une mystérieuse énergie sombre. On a compris que les galaxies ne devraient même pas tenir debout sans une matière noire invisible qu'on est incapable de détecter. Bref, l'enquête cosmique est très loin d'être terminée et les questions sont plus profondes que jamais. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'il existe une théorie finale qui pourrait unifier tout ça? Des tortues au Big Bang, le chemin parcouru est juste inimaginable. Chaque réponse qu'on a trouvée a ouvert la porte à de nouvelles questions encore plus profondes. L'histoire de l'univers est loin d'être finie, elle s'écrit sous nos yeux, et on ne peut que s'émerveiller des découvertes que le futur nous réserve.